À la fin de mon instruction, j'obtins le grade d'officier supérieur du renseignement. J'aurais bien aimé te l'annoncer comme quand on réussit un concours, mais cela m'était évidemment interdit. En Israël, personne ne nous connaît et tout le monde nous admire. On nous appelle les princes. J'avais hâte d'aller sur le terrain pour mériter ce titre. J'ai reçu ma première grande mission très vite après ma sortie de l'école. Je suppose qu'on m'avait choisi pour mes origines françaises car la mission devait se dérouler à Paris. Cet homme était ingénieur atomiste. Il travaillait à Paris sur un projet de centrale nucléaire que la France livrait à un pays hostile à Israël. Ce pays, tout le monde s'en doutait, cherchait à développer des armes de destruction massive contre nous. Nous devions pousser cet homme à nous livrer les plans de la centrale. Si celle-ci devait servir à des fins militaires, notre gouvernement envisagerait alors de la détruire. Dans un pays ami, les opérations doivent se dérouler en douceur. Cet homme ne devait jamais savoir qui nous étions. On appelle ça une manipulation, et la manipulation est notre métier. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de podcast de renseignement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant et complexe du renseignement, et plus particulièrement du renseignement du Mossad israélien, mais aussi en explorant la nature de ce métier, souvent synonyme de manipulation, à travers des anecdotes personnelles et des réflexions sur la vérité et le mensonge. Un agent du Mossad a même déclaré, en fait, comme nous l'avons vu dans l'extrait des Patriotes, notre métier c'est la manipulation. Et c'est précisément ce que nous allons décortiquer en examinant la nécessité de mentir pour un agent de renseignement, les dangers inhérents à cette pratique, l'efficacité redoutable de certains services et la possibilité de naviguer dans ce milieu tout en conservant son intégrité. Pour nous accompagner dans cette thématique, j'ai demandé à Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, de nous apporter son expertise et son éclairage. Écoutons-le. Aujourd'hui, un podcast sur le Mossad, sur le renseignement en général, sur la façon dont le renseignement fonctionne et en particulier au niveau d'Israël. J'ai vu une vidéo là, tout à l'heure, au lever, où il y a un agent du Mossad qui dit « Notre métier, c'est la manipulation ». Ben oui, le métier de tout agent de renseignement, c'est éviter d'être manipulé et c'est manipuler en retour. Le renseignement est un univers où la vérité est une monnaie d'échange et le mensonge un outil indispensable. Être un agent de renseignement, qu'il s'agisse d'un analyste ou surtout d'un membre du service action sur le terrain, implique d'être en infiltration, en mensonge sous légende, comme nous le dit Jean-François Carracci dans quelques instants. Être un agent de renseignement, que ce soit un analyste, mais surtout quelqu'un du service action, quelqu'un qui est sur le terrain, homme ou femme, eh bien c'est être en infiltration, en mensonge, sous légende, c'est pirater des messageries, péter des téléphones, suivre des gens. Souvent, les meilleurs agents de renseignement eh bien, sont ceux qui sont des menteurs pathologiques. C'est comme ça d'ailleurs qu'on se retrouve avec Mimi Marchand et Noël Dubu dans des affaires internationales comme Sarkozy Takedine, parce que ces gens-là sont recrutés, sont repérés pour avoir trempé dans des petites affaires ou connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Eh bien, ça génère donc des recrutements. Noël Dubu, c'est parce que il ment comme il respire qu'il est utile, et en même temps, c'est parce qu'il ment comme il respire qu'il est dangereux. Il est même dangereux pour ses propres clients. L'affaire Takedine, le retournement du témoignage de Takedine au profit de Sarkozy avec une promesse de 4 millions d'euros pour Takedine qui s'est transformé en 40 000 euros, certainement parce que la différence de Noël Dubu ou Mimi Marchand se les gardait. Eh bien, c'est ça le renseignement. Quand moi, je ne fréquente pas de gens du renseignement parce que j'ai pas envie de fréquenter des gens qui me mentent sans même parfois le faire exprès, parce que c'est une déformation professionnelle. Israël dispose d'une communauté de renseignement particulièrement développée, structurée autour de 3 agences principales, chacune spécialisée dans un domaine précis. Le Mossad, le Shin Bet, Shabak et l'Aman. Ces services jouent un rôle central dans la sécurité nationale, la lutte antiterroriste et les opérations clandestines à l'étranger.
ce qui est très compliqué quand on est dans l'enseignement, surtout au moment où on peut être sous couverture ou sous les jambes, c'est de croire à cette couverture, de finir par croire qu'on est le personnage qu'on a dû inventer dans le cadre légal et légitime de notre profession. Dans mes propres affaires, quand je travaillais pour Berlusconi, officiellement, je lui achetais des tableaux à travers le monde, où, premier faux départ, je devais m'occuper de la partie fusion-acquisition française pour lui, et malheureusement, les attaques de Jacques Martin m'ont obligé à me réorganiser. Et voilà, il ne faut jamais finir par croire à ses propres mensonges dans le cadre de son travail. Les services secrets israéliens sont réputés pour leur efficacité, leur audace, leur capacité d'innovation technologique. Toutefois, ils ont connu également des échecs souvent liés à des biais d'analyse ou à des dépendances excessives à la technologie au détriment du renseignement humain, comme l'a montré la surprise stratégique du 7 octobre 2023. Ce sont moins les informations qui ont manqué à Israël pour anticiper l'assaut du 7 octobre 2023 que la capacité d'interpréter de telles informations. Moi, quand parfois mes adversaires opportunément ont dit « mais Jean-François Karachi, c'est un menteur », non, c'est un type payé pour mentir, pour protéger les intérêts supérieurs d'une nation. Moi, je n'ai pas de problème avec la vérité, je ne suis pas un menteur pathologique, je suis pas ça. J'ai des défauts, à coup sûr, mais certainement pas celui-là. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il arrive que certains perdent la tête pour des raisons sociales, familiales ou même chimiques, où le cerveau saute. Et il arrive que, par exemple, au niveau du Mossad, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un service de renseignement qui est tout le temps en alerte, puisqu'Israël est un pays entouré que d'ennemis. À la différence de la France, où, en toute logique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ont pu être ses ennemis à une époque, puisque l'Angleterre et la France se sont foutus sur la gueule. On n'a pas toujours été potes. En Allemagne, j'ai pas besoin de vous refaire l'histoire, mais pareil avec l'Espagne et l'Italie. Aujourd'hui, ce sont des amis, ça n'a pas toujours été. Donc, au niveau d'Israël, c'est un pays légitime qui a le droit d'être là où il est. Et on est face à une Palestine qui, bien sûr, a le droit de survivre. Les Palestiniens, c'est une tragédie, le fait qu'ils soient tués, etc. Mais pourquoi ? C'est ce que j'ai dit dans un précédent podcast. L'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite possèdent énormément de territoires maritimes. Pourquoi est-ce qu'une dizaine de kilomètres carrés de cet immense territoire ne serait pas réservé aux réfugiés palestiniens? Tout simplement. On dit, oui, mais non, ils sont chez eux en Palestine. Non, les Palestiniens sont d'origine irakienne, iranienne, saoudienne, libyenne, syrienne. Alors que les Juifs, selon l'histoire telle que nous la connaissons, ont commencé leur existence ethnologique, anthropologique et politique, là où ils ont recréé leur territoire. L'Arabie Saoudite est le premier exportateur mondial de pétrole brut et son économie repose principalement sur cette industrie. Le pays possède d'immenses réserves de pétrole et de gaz naturel qui représentent la majorité de ses recettes budgétaires et de ses exportations. Le gaz naturel occupe une place croissante dans la stratégie énergétique nationale, avec pour ambition de porter sa part à 70% du mix énergétique, remplaçant progressivement le pétrole dans la productivité d'électricité. Alors après, entre sionisme et antisionisme, moi je ne me bercerai pas dans cette réflexion-là, dans le sens que gauche comme droite en Israël défendent l'existence du pays. Après, est-ce que les hassidiques, les hassidim, qui sont l'extrême droite religieuse juive, dit « Ah, mais on a fâché Dieu en créant Israël sans que ce soit lui qui le fasse », ça n'empêche que la droite hassidique, qui est d'ailleurs essentiellement ashkénaze, vit en Israël, dans des ghettos créés pour eux. Donc tout ça est extrêmement particulier et complexe, mais est bien réel. Donc c'est une question, même si elle est complexe, c'est une équation à 10 inconnus qu'il nous faut pouvoir résoudre, qu'on sache le faire ou pas, qu'on veuille le faire ou pas. Donc le Mossad est un service de renseignement très efficace parce qu'ils sont en tension permanente. Déjà, ils se sont fait la main
sur la chasse des anciens nazis. Donc il y a 70 ans d'expérience derrière cela, donc c'est normal qu'ils sont rompus, rodés à apprendre les choses là. Après la Seconde Guerre mondiale, le Mossad, service de renseignement israélien, donc, a joué un rôle clé dans la traque et la neutralisation de plusieurs criminels nazis. Voici quelques épisodes et méthodes de cette chasse aux nazis menée par Israël. On note Adolf Eichmann, l'opération la plus célèbre. Eichmann était un des premiers principaux architectes de la solution finale et s'est réfugié en Argentine sous une fausse identité après la guerre. C'est grâce à des informations transmises par Lothar Hermann, un survivant juif de Dachau, vivant en Argentine et relayé par le procureur allemand Fritz Bauer, que le Mossad localise Eichmann à Buenos Aires. En mai 60, une équipe du Mossad capture Eichmann lors d'une opération secrète. Il est ensuite exfiltré en Israël, jugé et condamné à mort pour crime contre l'humanité, une opération qui reste un symbole de la justice post-Shoah. Ensuite, on note quelques autres affaires. Herbert Kukur, l'assassinat d'un bourreau letton, également la traque de scientifiques nazis en Égypte, et puis d'autres dont la liste en fait ne saurait être exhaustive, mais le principal en fait, Eichmann, étant dit. Ces choses-là, mais après oui, être un agent de renseignement de terrain, c'est être un manipulateur, c'est le métier. Vouloir rentrer dans un service de renseignement, c'est ne jamais oublier qu'il faudra mentir à ses proches, mentir à tout le monde et surtout mentir à des nations étrangères. Alors évidemment, si on défend notre propre pays, c'est presque un honneur de mentir aux autres au nom du propre intérêt de notre pays. Sauf qu'il arrive très souvent que des agents de renseignement, on leur mente à eux. C'est ce que me disait Berlusconi à l'époque. Il me disait, parce que j'aurais peut-être voulu à un moment donné rentrer dans le renseignement italien officiellement, mais comme François-Joseph Carracci occupait déjà la place et qu'il faisait tout pour que j'y rentre pas, j'ai pas pu y rentrer. Parce que Berlusconi, avant qu'il ait sa crise cardiaque en 2011, voulait me faire être général des carabinieri parce qu'il pouvait, il avait le droit, puis j'avais les compétences. J'aurais été un jeune général, mais qui aurait mérité son grade parce que j'avais commencé le métier très jeune. Donc c'est pas comme si je sortais de Saint-Cyr et que de lieutenant je voulais déjà être général, alors que j'avais encore du lait qui me sortait des oreilles, pour pas donner une image plus grossière. Mais voilà, le fait est que bien sûr, d'ailleurs j'ai eu ça avec le parquet de Versailles. Jean-François Carracci partage ses propres expériences pour illustrer ses concepts. Il a travaillé pour Berlusconi initialement pour gérer des fusions-acquisitions ou acheter des tableaux. Il a envisagé de rejoindre officiellement le renseignement italien et Berlusconi aurait même voulu le nommer général des carabiniers en 2011, estimant qu'il avait des compétences malgré son jeune âge. Quand ils m'ont regardé la gueule de travers, tous, avec un air très supérieur, parce qu'il fallait se moquer de moi. Le parquet de Versailles avait un besoin viscéral de se foutre de ma gueule, dans le cadre de ma naissance, et ils n'en avaient rien à foutre de l'existence, de la reconnaissance de l'église orthodoxe roumaine, qui confirmait que je disais vrai. Rien à foutre du prêtre roumain Constantin Negrout, qui disait « Mon roi, je vous aime ». Rien à foutre de Ion Kodja, sénateur roumain, qui s'est occupé de mon adoption, avec François-Joseph Carracci. Le mec, c'est tout de moi. Ah ben non, ça n'existe pas. Et ça, par contre, c'est un problème. C'est qu'à force de mentir aux autres ou de se mentir à soi-même, on finit par, volontairement ou pas, en n'a rien à avoir à foutre de tout. Moi, c'est ce que j'avais dit. Croyez, s'il vous plaît, au questionnement que j'établis, parce que je ne faisais que poser la question de qui était mon père. Je ne l'affirmais pas avec orgueil et autorité. J'ai dit au parquet de Versailles à plusieurs reprises à l'époque, et j'ai cessé de le faire maintenant parce que leur agacement m'est revenu en pleine gueule. Mais je leur ai dit, voilà, j'ai cette information-là, est-ce que vous voulez bien qu'on y réponde ensemble? J'ai eu en face de moi des gens méprisants. J'étais qu'un sale roumain. J'ai même eu un OPJ de gendarmerie qui me dit « Mais monsieur Carracci, vous n'avez pas de parents. Oubliez vos histoires de naissance, là. » Mais j'ai pas de parents, moi.
Alors, non, mais la phrase est folle. Peut-être que pour vous, elle vous intéressera pas. Mais moi qui ai dirigé un service de renseignement, un service de contre-espionnage, de contre-enquête, j'entends un type, un major de gendarmerie, très respectueux avec moi, à ce moment-là, alors qu'il n'avait pas toujours été respectueux avant, parce que la lecture de ma vie, en fait, la lecture réelle faisait qu'en fait, il n'avait pas affaire à un voyou, mais à un fils de roi à qui on l'avait fait à l'envers. Et ce major, déjà me tutoie, il me dit, on sait que tu es un bon gars, à qui on l'a fait à l'envers, mais passe ton chemin. Bon, je préfère entendre ça qu'en tant que je suis un fils de pute. Mais bon. Et puis il me dit, puis les histoires de famille, là, t'as pas de parents. Oui, j'ai pas de parents, mais de quel droit tu t'autorises à dire ça? Trouve-moi mes parents dans ces cas-là! Si c'est pas Michel de Roumanie, si c'est un paysan de Transylvanie, j'ai pas de problème avec ça. Je n'ai aucun souci avec ça. Je peux être le fils perdu d'une famille juive, orthodoxe, ou je ne sais quoi de Roumanie de l'époque. Je ne sais pas. Mais non. Parce que la question a déjà été établie de qui était mon père. Et on me dit, non, mais t'as pas de parents, j'ai pas de parents. Donc évidemment, ce major n'a pas décidé tout seul de me dire ça. Et je lui en veux pas plus que ça. Mais il a fait son boulot. Parce que le Quai d'Orsay ou la DCRI lui a dit, écoute, fatigue-le un peu celui-là, fais-le tourner en rond. Et c'est pour ça que je vous reparle de ça. Moi, qu'on ait voulu me manipuler, qu'on se soit joué de moi, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais le temps faisant, et les événements étant là, Margaret n'est pas devenue reine, Paul de Roumanie est poursuivi par la justice roumaine pour avoir volé 140 millions d'euros, Nicolas Mesfor-Smith est le fils d'un steward qui a baisé une princesse, une princesse idiote lors d'un vol Londres-Lausanne. Enfin voilà. Après, Mesfor-Smith a un fils, là, qui est Michel Auguste. Bon, peut-être ce gamin deviendra-t-il roi et que moi, je ne serai que observateur, mais je m'en fous, j'ai pas de problème avec ça. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est que mes sœurs, à la mort de mon père, se sont partagées l'héritage. Et le problème, c'est que je suis leur frère et j'ai rien eu. Alors, j'en ai un peu assez. Hein. Les actes notariés dans les CI Karachi en 2017 qui finissent de me déshériter illégalement. Et de l'autre côté, les Hohenzollern qui font comme si j'existais pas, alors que ma propre famille m'a reconnu, notamment au travers de Charles Louis de Bourbon. Voilà. Mais je suis pas vindicatif. Je vais pas agresser les gens. À Bois d'Arcy, un groupe de noirs, c'est noir, hein, j'y peux rien, c'est pas du racisme de dire ça, qui était tombé pour escroquerie, m'avait dit non mais tu nous files 1 million d'euros, on va tuer tes sœurs, on va t'aider à hériter nous. Non, je ne veux pas hériter en faisant tuer mes sœurs. Et je leur ai dit non. Parce que je ne fais pas ce genre de choses. C'est pas que je suis un gentil con qui se fait marcher sur la gueule. J'ai ma façon de faire, j'ai ma façon honnête de faire, et même si de temps en temps ça peut paraître pour de la bêtise ou de la faiblesse, eh bien moi je dors tranquille. Et je n'ai pas besoin de manipuler ou mentir toute la journée pour essayer de façon relative de défendre mes intérêts que je suis le seul à réussir à faire avancer. On peut faire un travail très sensible comme le renseignement sans bercer dans la saloperie. Il n'est hors de question pour moi d'être une saloperie. En somme, le monde du renseignement est intrinsèquement lié à la manipulation et au mensonge des outils nécessaires pour la défense des intérêts nationaux. Le Mossad est en cela un exemple frappant d'efficacité, forgé par des décennies d'expérience dans un contexte de vigilance constante. Cependant, notre discussion avec Georges Karachi a également mis en lumière le défi personnel que représente ce métier, notamment la nécessité de ne pas se perdre dans ses propres mensonges. Le en fait, Karachi a montré que même dans un monde où la